Je vais parler de la vague Isekai 2012 et la vidéo sera assez longue, puisqu'il y a énormément de recherches derrière tout ça et je mentionne les différents points de vue entre un occidentaux et un japonais. Voici un avant-goût du PowerPoint lié à mes recherches et pour montrer aussi comment j'ai organisé mes idées. Avec ce diapo, j'ai fait le parallèle entre le thème du monde virtuel et des fantaisies type autre monde avant 2012. Je précise bien aussi qu'en France, à l'époque, on n'utilisait pas encore le mot Isekai pour les définir, on le disait juste d'une manière assez simple puisqu'on parlait que de fantastique. Au Japon, on le disait de deux manières différentes déjà. Betsu no Sekai, de manière directe, et Isekai. Je précise bien que tout ce que j'affiche, ce n'est que le sommet de l'iceberg qu'un français fan d'anime pouvait connaître à l'époque. Au Japon, au niveau consommation du genre fantasy, les japonais étaient déjà bien plus loin que nous avec les romans en ligne et les visual novels autour du thème Isekai, que nous n'avons absolument pas connaissance à l'époque. A noter aussi qu'en 2014, il y a plus de 400 000 romans de tout genre publiés en autodidacte sur un site spécialisé Shosetsuka Ninaro, qui veut littéralement dire « devenons un romancier ». Ce chiffre a été atteint en 10 ans d'existence et il faut bien se mettre dans le crâne que les Japonais n'ont pas attendu que les Occidentaux découvrent ce qu'est un fantasy type Isekai avant de le populariser. Par déduction, on peut même dire qu'en 2012, il y a déjà plus de 100 000 romans publiés sur ce site et ce qu'on voit, nous Occidentaux, ce n'est que ceux qui ont réussi à se faire publier par une maison d'édition japonaise. La demande des histoires type Isekai a toujours été forte avant 2012 et c'est juste l'offre qui était plus faible à l'époque. L'offre a augmenté de manière exponentielle en 2012 avec un point clé que j'ai mis Re:Zero de Nagatsuki Tapei le 20 avril 2012, pour ne citer que le plus connu. Donc bien avant que Sword Art Online fasse un succès mondial avec l'anime. Le mot Isekai pour définir les histoires autre monde est également popularisé durant cette période par les anglophones. Et naturellement, les médias l'ont mal utilisé sur Sword Art Online qui faisait un carton au même moment. SAO n'a jamais été considéré comme tel au Japon. D'ailleurs, son auteur Reiki l'a lui-même dit au cours d'une interview, ce n'est pas un isekai. Quand on regarde bien l'écriture de SAO, c'est une fantasy science-fiction, puisqu'il est écrit comme un heroic fantasy dans une réalité virtuelle. Pour marquer le fait que c'est un jeu, le Nerve Gear est une technologie qui peut transmettre directement les informations au cerveau. Le joueur bouge son avatar virtuel avec son cerveau comme s'il bougeait directement son corps. D'où pourquoi on parle de science-fiction. La technologie de Sword Art Online est supérieure à notre réalité. Pour conclure ce premier paragraphe sur SAO, il n'y a pas de transport de corps ou de conscience dans un autre monde. Tout se passe directement dans le cerveau qui a été lié directement à un serveur. On a juste supprimé l'intermédiaire qui est le PC, c'est une connexion directe. Si on veut trouver un vrai influenceur des isekai en 2012, c'est Re:Zero. Il a impacté la création de plusieurs œuvres dont Mushoku Tensei, sorti 7 mois plus tard, qui sera connu comme étant le père des isekai modernes au Japon. Avant de rentrer en profondeur sur le sujet, je vais définir les trois genres qui ont grandement influencé le thème Isekai, dont des thèmes qui le sont souvent associés et que certains peuvent parfois les confondre avec un Isekai ou les combiner au thème Isekai. Je précise bien que tout thème peut aller dans les trois genres que je vais citer plus tard. Là, je vais juste associer de manière par rapport au genre dominant. En vrai, cela dépend énormément de l'écriture de l'histoire et j'ai associé des séries représentant bien leurs thèmes respectifs. Le premier genre est la science-fiction où on raconte des fictions reposant sur le progrès technologique ou d'un passé fictif. Les histoires peuvent parfois se dérouler dans un univers parallèle, là on peut dire qu'on est déjà au bord du thème Isekai. Mais ça ne l'est pas forcément si on regarde l'écriture. Axel World est le meilleur des exemples. Le deuxième genre est le surnaturel. On peut mettre les histoires traitant les sujets qui vont au-delà du naturel et qui ne peut pas être expliqué par les lois naturelles. On va parler d'interventions divines, démoniaques, magiques, etc. Le troisième genre est la fantasy où la fiction se déroule souvent dans un monde imaginaire. Elle peut aussi se dérouler dans un autre monde en ajoutant les éléments liés à la science-fiction et au surnaturel, ainsi que les mythes et les légendes. Maintenant, je vais parler en profondeur du genre Isekai qui est un sous-genre de la fantasy et aussi un thème d'histoire dont on peut répartir en 6 grands groupes. Les Isekai invoqués, transportés, réincarnation, inversés, jeux vidéo et voyages temporels. Pour faire simple, les Isekai ont toujours été grandement influencés par la fantasy et aussi par le surnaturel. Pour l'unique raison qu'il y a eu un phénomène inexplicable dans notre monde qui a transporté X personnages dans un autre monde. Cela devient encore plus vrai avec les isekai inversés et voyages temporels. Pour les isekai invoqués, on a Tate no Yusha en exemple, puisque Naofumi et Ko ont été invoqués par le royaume de Melmaroc par un rite lié aux 4 héros. La différence avec les isekai où le MC est transporté dans un autre monde comme Re:Zero, c'est qu'on peut voir la magie a été utilisée de manière directe. Les personnes transportées peuvent arriver dans un autre monde de diverses manières, soit pour ceux qui ne sont pas expliqués dès le début, comme avec le cas de Subaru, où en un clin d'œil il a fini
finit dans un autre monde, soit en utilisant un outil qui va permettre le transport physique et ou de l'âme de la personne. L'outil en question peut être une porte comme dans Gate qui permet aux habitants des deux mondes de traverser d'un monde à l'autre, donc on peut dire qu'il est à la fois un isekai transporté et un isekai inversé. Un autre cas particulier, c'est où le dieu de l'autre monde qui invite directement les MC dans son monde, comme dans No Game No Life. Sora et Shiro ont été techniquement transportés par un dieu. Pour Sword Art Online, l'utilisation de l'outil ne marche pas puisque le corps et l'âme des personnages sont toujours dans notre réalité et ils ne sont pas transportés dans un monde parallèle. De plus, le monde virtuel n'est pas indépendant de la nôtre puisqu'il nous suffit de débrancher les serveurs pour mettre fin à l'univers. L'arc Alicization, du point de vue de Alice, qui arrive dans notre réalité, peut être vu comme un isekai inversé au sens très large. Mais ça ne l'est toujours pas, puisqu'elle est une intelligence artificielle, donc cela revient à l'ordre de la science-fiction et ou du surnaturel. On touche le bord de ce qui peut être un isekai, mais ça ne l'est toujours pas. C'est là qu'on va parler des isekai jeux vidéo. Si comme dans Overlord, on nous dit que les PNJ sont devenus vivants et Kynes a littéralement été transporté dans un autre monde semblable à son jeu Yggdrasil, là oui, c'est un isekai transporté dans un jeu vidéo. Au même titre qu'Otome Games Sekai wa Mob, où Léon finit dans un monde similaire à son jeu. Le cas de Log Horizon est assez particulier car rien n'est encore défini, donc on doit encore regarder l'écriture de l'histoire et pour le moment, c'est un isekai. Il ne le sera plus si on révèle que les personnages se réveillent dans notre réalité avec leur casque VR sur la tête. Pour qu'il reste un isekai techniquement parlant, il faut qu'il soit de nouveau transporté dans leur monde d'origine, c'est-à-dire un isekai inversé. Isekai Ojisan est le meilleur des exemples dans ce cas. Il est un isekai inversé, mais à la base c'est un isekai transporté car la conscience et ou l'âme du Ojisan a fini dans un autre monde par l'outil qui est Truckun. Son corps est resté inconscient dans notre réalité, il y a eu une séparation et la création de deux entités. Pour le moment, je ne sais pas comment il est revenu dans notre monde, mais en se réveillant de son coma par rapport à notre réalité, il a conservé ses pouvoirs, donc il y a bien eu un isekai inversé. Pour les isekai voyage temporel où le MC retourne dans le passé ou futur, comme Inuyasha, Kagome a traversé les époques et elle a atterri dans un Japon féodal où les yokai existent. Pour moi, c'est clairement de l'ordre de la fantaisie et du surnaturel. Donc à titre personnel, je ne le vois pas comme un isekai, mais dans un sens très large, Kagome est bien transporté dans un Japon différent de la sienne et qui est très différent de ce qu'elle a connu. Donc c'est comme un autre monde. D'où pourquoi des gens le voient comme un isekai. Je termine avec mon thème favori, les isekai de réincarnation. Le MC meurt dans son monde d'origine et il se réincarne dans le corps d'un nourrisson ou dans un nouveau corps déjà préparé pour lui. Mushoku Tensei est le meilleur des exemples que je peux vous donner. Pour les 3 diapos suivants, je vais donner rapidement des exemples de combinaisons de thèmes qu'on puisse faire avec les isekai. L'un des cas que j'ai déjà cité est celui où le MC se retrouve dans un monde similaire à son jeu. Overlord est la combinaison de 2 thèmes dont la popularité était très montante en 2010, c'est-à-dire la réalité virtuelle et les isekai. Cette fois, on a le cas où on veut apporter de la fantaisie dans notre monde d'une manière assez originale, c'est-à-dire les isekai inversés. Le meilleur représentant d'actualité à mes yeux est Dead Moon's Death Play. Là, il y a un mélange que j'aime particulièrement, c'est les mechas dans un monde fantastique. Dans mes recherches, j'étais quand même assez surpris de voir que le web novel de Knight and Magic soit de la même génération qu'Overlord, ce qui montre clairement que les isekai s'étendaient déjà très bien au Japon en 2010, sauf que la majorité des occidentaux n'a connu que le genre qu'après 2012. J'ai même approfondi mes recherches sur ce qui a pu inspirer la majorité des auteurs initiateurs de la vague isekai, sachant qu'entre 2012 et 2013, ces auteurs avaient tous environ 25 ans ou la trentaine. Donc ils sont une génération qui a été fortement influencée par les jeux vidéo et des histoires fantastiques dont la majorité puise leur source d'idées dans ceux-là. À ma connaissance, Nagatsuki Tapei ne l'a jamais dit ouvertement, mais il a clairement joué à Higurashi à mes yeux. Je sens une inspiration venant de là par rapport aux boucles temporel et l'écriture de son histoire. Dans ses anecdotes personnelles, il a également dit qu'il a écrit Re:Zero pour Emilia et il se représente dans son propre histoire en tant que Pac. En soi, il est le protecteur d'Emilia. Il est tellement bon qu'il a écrit divers scénarios de son propre histoire juste pour avoir la route parfaite et c'est ce qui montre pour moi qu'il est un grand fan de visual novel. Contrairement à Tapei, Rifujin est le genre de personne à citer ses inspirations et clairement 2 isekai l'ont influencé à débuter et ce sont Re:Monster et Re:Zero. L'un a débuté en 2011 et l'autre en 2012. Mushoku Tensei a débuté en novembre 2012 donc on peut déjà voir que Re:Zero dès le début il a eu un impact fort sur cette courte période qui pousse les gens à écrire des isekai car c'était vraiment populaire.
La vague isekai n'a clairement pas débuté en 2012, mais en 2010. En 2012, les isekai sont sortis de leur public niche et il a atteint un plus large public. La preuve, c'est qu'Eazumi, l'auteur de Tsukimichi, assume totalement avoir suivi la tendance isekai en 2013. Il a juste ajouté sa touche d'originalité avec le personnage de Tomoe, une fanatique des séries anciennes, et j'ajoute également les poèmes de Makoto. Rien qu'en 2006, il y a eu un pic de séries liées au isekai. C'est un peu comme une bourse. Là, je vais citer que ce que j'ai connu, comme Digimon Data Squad, Marehaven qui était déjà en cours, idem pour Tsubasa Chronicle. En nouveauté, on a eu un animé original qui est Kiba, et le premier animé de Zero no Tsukaima, qui a quand même fait un carton. Entre 2010 et 2011, on a eu la sortie des histoires comme Overlord et Knight and Magic en web novel. En light novel, on avait Outbreak Company et Hataraku Mao-sama. Et en animé original, Dog's Day. C'est un peu comme un second pic avant la montée exponentielle des fantasy cheap isekai. Le fait qu'il y ait de la nouveauté qui sorte en masse contrairement aux années 90 où on n'a qu'un titre en haut de l'iceberg montre qu'il y a un intéressement grandissant autour du thème isekai. Là, je le dis encore une fois, je ne montre que le sommet de l'iceberg qu'un Français pouvait connaître au niveau des isekai en animé. Le thème était encore très niche en France, mais on avait déjà les 12 royaumes en animé et le light novel est même sorti en France en 2007. Pour moi, cela montre qu'il y a un début de fanbase correct chez nous déjà. Dès qu'un anime fantasy sortait sur le thème isekai, ça a toujours été assez populaire. Marehaven était une fantasy niche recommandée par tout fan qui l'avait vu et moi le premier. Cependant, celui qui a clairement marqué l'époque en termes de popularité pour les isekai, c'est bien Zero no Tsukaima. La série mélangeait à la perfection trois genres très populaires entre 2000 et 2012, c'est-à-dire la fantasy, la romance et le ecchi. En plus de cela, l'humour de l'époque collait très bien à nous occidentaux, bien que parfois c'était assez lourd, et aussi aux japonais visiblement puisque le roman a eu 3 animés en 3 ans de suite. Il a enchaîné les années 2006, 2007 et 2008. Sauf que le meilleur point, c'est d'avoir réussi à nous faire apprécier les tsundere. Louise était clairement l'une des plus iconiques de l'époque. Sa doubleuse, Kugimiya Rie, était vraiment la voix emblématique des tsundere de mon enfance, avec Shana de Shakugan no Shana et Taiga de Toradora. Dès qu'elle participait à un projet, c'était souvent des animes masterclass. La preuve, c'est qu'elle a aussi doublé Alphonse Elric de FMA et Kagura de Gintama. Son travail a été suivi et reconnu par beaucoup de fans, surtout dans des œuvres fantastiques, et elle prête sa voix à des personnages vraiment emblématiques, donc en suivant son travail, on tombe naturellement sur Zero no Tsukaima. Après, il y a énormément de facteurs au Japon qui ont fait que les isekai soient populaires avant 2012. Les visual novels sur les fantasy, il y en avait des masses, et certains se rapprochaient des isekai et d'autres sont littéralement des isekai, comme Eien no Aseria. Le fait de mettre des protagonistes féminins en avant, ça a toujours existé aussi. Ce n'est pas un phénomène récent comme certains le pensent. On peut le voir avec Saga Hearts no Kuni no Alice et Hakuoki. En affichant les dates précises et en sachant qu'une histoire ne s'écrit pas le jour de sa sortie, idem pour un animé, en gros il y a toujours plusieurs mois de préparation avant. Là on peut voir qu'en 2012 il y a eu un pic monstrueux au niveau des isekai. Actuellement tout ce que j'affiche c'est connu du grand public parce qu'il y a eu une adaptation en animé, et certains ont même été connus bien tard comme Tate no Yusha et Mushoku Tensei. Ils ont eu des adaptations en animé assez tard, sinon ils ont été publiés bien avant et parfois même pendant la montée exponentielle de la vague isekai. Les gens qui ne font pas des recherches en général ou se basent que sur les animés vont croire qu'ils sont le résultat de la vague isekai de 2010 au Japon et de 2012 en Occident. Sauf que non, ils sont les initiateurs de la vague isekai dans sa globalité. Et je compte tous les œuvres entre 2010 et 2013, car ce n'est pas sur une seule année qu'une vague va se créer, mais en plusieurs années. Après 2013, c'est la conséquence, c'est-à-dire tout ce qui est créé à partir de 2014. Maintenant que certains points ont été mis au clair, il serait clairement stupide de penser encore une fois que Sword Art Online est ce qui a provoqué la vague isekai. C'est un mérite qui lui a été attribué par une erreur, des anglophones surtout. Et depuis, les occidentaux en général, dont nous les Français, répètent cette erreur. D'où vient cette erreur? Tout simplement de la popularité montante du mot isekai. Oui, pendant le grand succès mondial de l'anime SAO, en parallèle, il y a aussi eu un grand succès du genre isekai au Japon, et on commençait à les
appelaient isekai pour les désigner. Oui, on est sorti du fait que ce n'est plus un thème niche. Les anglophones se sont appropriés du mot et l'ont utilisé sur SAO. Depuis, dans les pays anglophones et les français ont désigné Sword Art Online comme celui qui a popularisé les isekai, sauf que c'est faux. La popularité du genre existait bien avant et la hausse de l'offre a augmenté après 2012. Ce n'est qu'une coïncidence avec le succès de SAO. Les Japonais n'ont jamais attendu que SAO soit populaire aux yeux du monde pour créer les histoires type isekai. Ça, c'est typiquement une pensée occidentale de croire que le monde tourne autour d'eux. En 2010, au Japon, Sword Art Online était déjà connu et populaire pour avoir contribué sur le développement du thème de la réalité virtuelle. Donc l'œuvre peut être considérée comme le père moderne du terme monde virtuel. Son auteur, Kawahara Reiki, s'est fortement inspiré des écrits américains sur la réalité virtuelle et des films comme Matrix. C'est donc un sujet qui parle plus aux anglophones, donc au monde entier. Et il était plus facile de populariser ce genre d'œuvre. Pour le connaître avant l'anime, il fallait soit être japonais, soit être un connaisseur en light novel et c'était plutôt rare en dehors du Japon. De plus, les premiers écrits de Sword Art Online datent de 2002. Reiki avait même gagné un concours sauf qu'il a été disqualifié injustement après sa victoire car il dépassait le nombre de caractères ou de pages. En soi, on a littéralement retardé son succès au grand public. Par la suite, il a tout publié en ligne sous un autre pseudonyme. Ce n'est qu'après sa seconde victoire en 2008 avec Axel World il a finalement été reconnu et il a reçu rapidement une publication en light novel pour Sword Art Online et Axel World. Ce que je trouve vraiment drôle, c'est que Axel World a eu un animé avant Sword Art Online et il se rapprochait clairement plus d'un isekai que SAO, mais personne n'en parle. Je précise bien qu'il n'en est pas un, c'est plus de la fantasy surnaturelle et science-fiction, les trois combinés, puisqu'on parle d'un monde accéléré tout en se déroulant encore une fois dans notre réalité, tout en utilisant un logiciel inconnu lié à la réalité virtuelle. On va dire qu'il est vraiment au bord d'être un isekai, mais il ne l'est pas par rapport à son écriture globale. Reiki est vraiment un auteur visionnaire dont j'aime énormément le travail. À lui seul, pendant des années, il a porté le thème du monde virtuel au Japon et je ne supporte pas l'idée qu'on puisse dire que ses histoires sont des isekai. Pourtant, je suis fan de Reiki et du thème isekai. À mes yeux, c'est un peu comme cracher sur ses écrits en simplifiant les sujets qu'il aborde, alors que ses thématiques sont bien plus profondes. Il nous fait vraiment rêver à sa manière en apportant de la fantaisie avec SAO et du surnaturel avec Axel World dans notre réalité, lié à un outil aujourd'hui banalisé, mais à l'époque un vrai objet de fantasme, je parle bien des casques VR. Reiki est clairement un auteur précurseur de la réalité virtuelle au Japon. Je suis persuadé que dans quelques années, on va avoir une vague d'histoires liées au monde virtuel, comme aujourd'hui on a entre 2012 et 2025 des tonnes d'histoires isekai, et entre 2000 et 2012, on avait des tonnes d'histoires ecchi. L'offre des histoires monde virtuel est encore faible, mais elle commence clairement à monter et les histoires comme Shangri-La Frontière seront le second point d'impact important pour ce genre d'histoire, où cette fois le jeu vidéo est très mis en avant, contrairement à Reiki qui part plus sur le surnaturel et la fantaisie pure. Pour conclure la vidéo, oui, en Occident, SAO a joué un rôle important sur la popularité des isekai, mais surtout sur la propagation du mot isekai. Car même si c'est une erreur propagée par les anglophones, cela ne fait pas de lui un isekai, et ça reste qu'un impact qui va dans l'ordre d'à peine 10% sur sa globalité. C'est déjà beaucoup 10%. Chez les connaisseurs ou les fans d'anime de type fantasy, on consommait déjà énormément d'isekai ou d'histoires se rapprochant des isekai, sauf que nous ne les définissons pas encore sous le mot isekai. On parlait juste de fantasy dans sa globalité, puisque ce mot s'est vraiment popularisé qu'après 2012, et ce n'est qu'aux alentours de 2014 où la majorité a réellement pris connaissance et une autre partie a découvert le mot isekai qu'après 2016, donc après l'anime de Re:Zero, qui a fait un carton. Aujourd'hui, il est normal de croire que ce mot isekai semble avoir toujours existé dans nos bouches puisqu'on est quand même en 2025 et on l'a banalisé au bout de 10 ans. Au Japon, la véritable source de hype autour des isekai a été grandement jouée par plusieurs facteurs avant 2012 et j'en ai parlé tout au long de la vidéo. Les Japonais n'ont pas attendu que les Occidentaux sortent de leur grotte pour lancer la vague isekai puisqu'elle a réellement commencé en 2010 avec les romans en ligne par la génération de Japonais qui ont grandi dans les années 90, c'est-à-dire des joueurs en grande majorité. Ils ont été grandement influencés
influencés par les jeux vidéo ayant pour thème la fantasy, comme Final Fantasy, Fire Emblem et Dragon Quest, pour ne citer que les meilleurs. De plus, les light novels existaient déjà dans les années 90 et il y avait des masses de romans fantastiques, comme Slayer et Orphan. Parmi eux, il y avait des histoires comme les 12 royaumes qui a posé des bases d'histoire autour des isekai. En plus, je ne fais que parler de ce qui est au sommet de l'iceberg, et il y en a sûrement d'autres que nous n'avons pas connaissance, car ils ne sont jamais sortis du Japon. Et je ne parle même pas des visual novels et des web novels où une grande majorité est inconnue pour une personne née en Occident. Après 2012, il y a surtout eu un trio monstrueux qui sont les web novels de Re:Zero, de Mushoku Tensei et de Konosuba. Ils étaient les piliers des isekai modernes, à un point qu'ils étaient au sommet de leurs thèmes respectifs. Re:Zero pour le voyage temporel, Mushoku Tensei pour la réincarnation et Konosuba pour la parodie du genre isekai. Ces trois-là ont créé la véritable hype autour des isekai au Japon. Dans tous les cas, c'est vraiment énormément d'événements qui a fait en sorte que le mot isekai définisse toutes les histoires de ce genre. D'ailleurs, dans les années 2000, les romans en ligne ne semblaient pas être un concept hyper connu par la majorité des fans occidentaux, puisqu'on se limitait souvent aux animés et dans un second temps aux mangas papier. Sauf que les Japonais consommaient déjà des romans en ligne assez tôt et ils popularisaient des œuvres de fiction beaucoup plus rapidement que nous. Pendant ce temps que nous, occidentaux, étions plus sur nos classiques et sur la fantaisie écrite par des auteurs européens ou anglophones. Dès que ça concerne les romans, oui, on lisait énormément de littérature étrangère aussi, mais je ne pense pas que les histoires fantastiques asiatiques soient si connues en Occident à l'époque, puisque les light novels n'ont été que popularisés que très récemment. Je sais que les versions anglaises sont sorties assez tôt, mais ça reste qu'aux alentours de 2013 et 2014, donc après le grand succès de l'animé de SAO. Par exemple, l'édition anglaise américaine de SAO n'est sortie qu'en mai 2014, et les anglophones se sont très vite mis aux light novels. Pendant ce temps, nous les Français, on a pris beaucoup de temps à démarrer les light novels chez nous. Par exemple, en 2015, on avait les premiers volumes de SAO, sauf que ce n'est que durant ces 3 dernières années, environ, on va dire 2021, que les light novels commence vraiment à devenir populaire en France. Sword Art Online a bien popularisé les light novels chez les anglophones et en Occident, puisqu'il aborde des sujets qui nous parlent beaucoup plus. Il a même inspiré davantage de gens à faire des recherches sur la réalité virtuelle, mais il n'y a qu'une chose où il a volé le mérite, c'est le titre d'initiateur de la vague Isekai 2012, car les anglophones ont popularisé le mot Isekai en découvrant SAO, alors qu'il n'avait aucun lien avec le thème au Japon. Encore une fois, sa popularité montante chez nous était en parallèle avec la sortie du trio de monstres au Japon. Et ce trio en question a fait sortir les isekai de leur public niche et qui a popularisé le genre isekai. Voilà tout ce que j'avais à dire sur ce sujet vraiment complexe et merci à tous qui ont regardé la vidéo jusqu'ici. J'espère que vous avez apprécié cette longue vidéo sur l'histoire de la vague isekai qui a été fortement liée au thème du monde virtuel. Ça, c'est vraiment un fait absolu qu'on ne peut pas désassocier en Occident et spécialement de Sword Art Online, puisque ces deux thèmes d'histoire se reposent sur un genre en commun, c'est-à-dire la fantaisie. C'est vraiment sur ces mots-là que je vous dis à la prochaine.